reprendre quand même les photos d'une famille de 4 personnes pour 494 €. Est-ce que vous avez prévu le logement? Non, là aussi c'est des chiffres, 494 €. Moi, je n'ai rien contre les élus de la branche. Moi, je dis 90, ça fait pratiquement 1%. 1%. Bon, ces émigrés, c'est sûr, il ne faut pas les laisser au fond de la Méditerranée. Bon, on peut peut-être aller, nos grands discours qu'on a, tous les gens mobilisés pour ça, il faudra aller chez eux, les aider, les enseigner, et qu'ils restent chez eux, puisque beaucoup mieux que venir chez nous. Voilà, parce que moi, monsieur, je travaille à l'étranger. Et pourquoi qu'on ne fait rien des grandes banques, comme ce soir, comme on vient de dire, on doit se de l'argent, on ne doit pas accueillir toute la misère du monde, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Cher monsieur, vous savez, on met ça en compte. Vous savez, et qu'on y réfléchit. On garde dans le cerveau pour réfléchir. Chose qu'il n'y a pas. Cher monsieur, vous savez, ils ont un souhait. S'il vous plaît, il faudrait que le débat reste calme et constructif. Juste un mot. Oui, vous avez le micro. Vous savez, monsieur, ils ont un souhait. Je vous dis, monsieur, ces personnes dont vous parlez, elles ont un souhait. Vous savez lequel? C'est de vivre chez elles. Si elles viennent ici, c'est parce qu'elles sont contraintes. Bien, eh bien, bien sûr, mais là vous parlez de politique étrangère, de diplomatie, c'est une autre question si vous voulez, monsieur le maire. Ça serait peut-être bien de faire une conférence sur les aspects diplomatiques, ce que l'on peut faire pour résoudre des crises comme la Syrie, la Libye, pourquoi elles ont été provoquées, etc. Mais je vous le dis, les personnes qui viennent ici, elles n'ont qu'une envie, c'est de vivre chez elles, auprès de leurs amours, de leur patrimoine, de leur histoire. Voilà, tout simplement. Donc, vous voyez, je partage votre avis, monsieur. Moi, j'ai passé ma vie à enseigner la Juste un tout petit mot de précision sur les 494 € que vous avez évoqués. C'est donc l'allocation que l'État verse aux familles parce qu'elles ne peuvent pas travailler pendant la durée d'examen de leur demande d'asile. Et comme on ne peut pas évidemment laisser les gens mourir de faim, on leur verse une petite allocation de complément, mais si on leur verse cette allocation, c'est parce qu'elles ont l'interdiction de travailler. Je donne la parole à monsieur Soupéran de l'association Itinérance Blanche. Bonsoir tout le monde. Tout d'abord, un article qui est paru effectivement dans la Manche Libre m'a surpris le premier parce que je ne savais pas que je serais dans cet article. Donc on m'en a informé après coup. Je ne suis au contraire que satisfait qu'il puisse y avoir des demandeurs d'asile en Canada. Si l'association Itinérance Sud-Manche s'est créée, c'est parce qu'il y a des demandeurs d'asile à la rue. Il faut savoir que pour Avranches, ce n'est pas une nouveauté d'avoir des demandeurs d'asile. Depuis déjà 4-5 ans, il y a des demandeurs d'asile. Il y en a eu peut-être 60-70 qui sont passés, ou même plus. Et je ne crois pas qu'on ait vu, et je rejoins M. Henry là-dessus, Pierre-Henry, il n'y a pas eu un seul fait divers, je crois, avec les demandeurs d'asile qui étaient sur Avranches. Après, je reconnais que nous, notre association, on ne peut pas se comparer à France Terre d'Asile, on n'avait pas la capacité de gérer un CADA de 90 places. Pour moi, le débat n'est pas tellement là. La question, c'est par rapport à l'intégration des demandeurs d'asile. Est-ce que le CADA pourra s'assurer de favoriser cette intégration avec les 7 salariés? Est-ce qu'il y aura un travail en concertation avec le CCAS, les associations? Et surtout, vous l'avez dit, chaque année, il va y avoir des demandeurs d'asile qui sortiront du CADA, qui seront dégoûtés ou qui seront réfugiés. Si ces demandeurs d'asile restent sur Avranches, qu'est-ce qui leur sera proposé? Alors, merci monsieur de ces propos, et notamment reconnaissant la capacité de France Terre d'Asile à faire. Sur le dernier point, je voudrais être très clair avec tout le monde. Nous défendons des procédures justes et équitables, nous défendons le droit d'asile. Et nous considérons
que lorsque les personnes ont bénéficié de cet examen juste et équitable, si elles sont déboutées, et si le retour dans le pays d'origine ne contrevient pas à la Convention européenne des droits de l'homme, le retour doit avoir lieu. Je suis très clair là-dessus. Sinon, ce n'est pas la peine de défendre le droit d'asile. Je voudrais dire que toute personne qui rentre sur le territoire peut y rester. Et il n'y aurait plus de droit d'asile. Donc je me bats pour que les procédures soient plus équitables, pour que l'OFPRA améliore la réception des demandeurs d'asile. J'ai même souligné tout à l'heure que des efforts avaient été faits, oui, il y en a encore d'autres à faire. Mais dès lors qu'on est débouté, et si le retour dans le pays d'origine ne contrevient pas à la Convention européenne des droits de l'homme, je précise, dans ses articles 3 et 8, c'est-à-dire le droit de vivre une vie familiale normale, ou de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants, eh bien, le retour doit avoir lieu. Ça a été notre position constante. Je sais, monsieur et chers collègues, que sur ce point nous divergeons, et ce n'est pas grave. Nous assumons cette position. Donc ensuite, la question de l'éloignement relève de l'État. Et, monsieur le député, très sincèrement, ça fait 20 ans que tous les gouvernements sont en échec sur la question de l'exécution des OQTF, des ordonnances à quitter le territoire. Ce n'est pas nouveau, ça ne date pas de ce gouvernement, ça a toujours été le cas. Il y a des difficultés autour de cela. C'est un autre débat qui ne regarde pas, d'ailleurs, au passage, le niveau local. Voilà. Moi, je voudrais poser une question concernant l'immigration du Mali. Je voudrais savoir quel est le pourcentage de immigrés maliens qui arrivent en France. C'est une bonne question. Honnêtement, c'est très difficile. Honnêtement, je serais incapable de vous citer le chiffre comme ça de mémoire. Si vous me laissez vos coordonnées, je vais aller le chercher dans les bases statistiques. Il faudra distinguer vraiment ceux qui arrivent au titre du regroupement familial. Je voudrais ajouter autre chose. On voit par exemple des Maliens qui sont en France alors que nos soldats sont en train de combattre au Mali contre les rebelles. Pourquoi ne pas les armer pour côté de l'armée française? Ça serait une question. Vous parlez de la question de la migration malienne. Le chiffre exact, on vous le donnera, mais ce n'est pas parmi les premières nationalités qui migrent en France. Mais je voudrais juste vous indiquer un point. Un quart du budget du Mali est constitué grâce aux apports de transfert de ressources des migrants maliens vers leur pays. Et là encore, si un certain nombre de Maliens migrent, c'est qu'il y a quelques obligations économiques pour le faire. Et là, ça renvoie aussi à des politiques économiques, notamment du FMI. On pourrait parler des effets sur la culture du coton, etc. Mais peu importe. Après, vous posez une autre question. Je vous rappelle que le Mali est un grand territoire sur lequel, effectivement, les forces françaises sont engagées. Et d'ailleurs, pas simplement pour le bénéfice de la France, mais pour le bénéfice de l'Europe. Et j'en profite d'ailleurs pour saluer cette action. Mais de là à vouloir transformer tous les Maliens, y compris qui séjournent de manière régulière en France, en combattants, c'est une autre problématique sur laquelle je ne m'aventurerai pas. Merci. Alors, juste parce que c'est un argument qu'on entend beaucoup. Pourquoi est-ce que les gens cherchent asile ailleurs plutôt que de rester chez eux et de se battre autour des tables? Souvenons-nous de la Seconde Guerre mondiale.
Souvenons-nous quand même que l'appel de juin 1944 du général de Gaulle, il est fait depuis Londres et pas depuis Paris. Et qu'à ce moment, pendant la Seconde Guerre mondiale, heureusement qu'il était possible à une grande partie des Français, et y compris au gouvernement du général de Gaulle, de trouver asile en Angleterre ou dans les pays du sud de l'Europe. Aurait-on dit au général de Gaulle, qu'est-ce que vous êtes allé faire à Londres, pourquoi n'êtes-vous pas resté à Paris pour vous battre sur les lignes de front contre les nazis? Soyons sérieux avec cette affaire. J'ai une question ici avec d'abord M. Raymond et ensuite M. Frankel. Oui, bonsoir. Je reviens sur l'allocation qui est versée aux familles de 494 €. Et comme c'est un petit peu dans l'air du temps dans la région d'Avranches, bien que ça soit peut-être considéré hors sujet ce soir, je voudrais avoir votre avis sur l'expérience qui est mise en place en Italie, à savoir que cette allocation est versée en monnaie locale, de façon à garantir que cet argent profite au territoire où sont implantés les demandeurs d'asile, et éventuellement aussi à se garantir que cet argent ne servira pas à financer des causes illicites. On peut toujours penser ça, hein. Mais en tout cas, je pense que l'expérience italienne a ça de bon, c'est qu'elle permet aussi une sorte d'intégration, puisqu'il y a une obligation à consommer cette allocation sur le territoire où sont accueillies ces populations, ce qui est bien. Je pense que j'ai rien contre l'expérience italienne, mais rendons-nous compte qu'on parle ici de 500 € par mois pour une famille de 4 personnes. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez faire avec 500 € autre qu'acheter des produits de nécessité et d'alimentation dans les commerces locaux? On ne discute pas de sommes faramineuses qui pourraient être réinvesties ici ou là, qui pourraient sortir de l'économie locale. C'est une allocation qui permet aux gens, tout simplement, de survivre. Et évidemment, c'est de l'argent qui va être consommé sur place. Alors, si on veut mettre des balises supplémentaires, on peut imaginer une obligation de dépenser sur place, mais c'est l'évidence. Que feriez-vous si vous avez une famille de 4 personnes à entretenir avec 500 € par mois, c'est-à-dire à peu près 140 € par semaine, là 125 € par semaine? Vous allez juste aller faire des courses dans les magasins et payer quelques consultations chez le médecin, c'est tout. Je précise au passage que si les demandeurs d'asile bénéficient de revenus réguliers qui pourraient, par exemple, leur être envoyés, je ne sais, depuis le pays d'origine, évidemment, ils n'ont pas accès à cette aide. Cette aide, elle est donnée, distribuée, parce que les personnes sont sans ressources. Et s'il y a des ressources, l'aide n'existe plus. Donc, ça aussi, il faut que ce soit très clair. Il n'y a pas de détournement d'aide. La somme, elle est mesurée, 494 € pour une famille de 4. Bon, chacun sait ici ce que cela veut dire. Sur l'expérience italienne, je la regarderai de plus près et nous verrons s'il y a des formes d'expérimentation possibles. Oui. Je ne suis pas habitué à prendre la parole en public pour des sujets aussi importants que celui-là. Donc j'ai préparé un petit papier. Je vais le lire en travers assez rapidement. Je souhaite faire savoir que je respecte la décision de la mairie d'accueillir des migrants suite à la volonté de la France de... On ne m'entend pas. On peut lire le micro. Plus là. Donc je ne recommence pas. Suite à la décision de la France de recevoir, je crois, 25 000 demandeurs d'asile. Bon, 25 000 demandeurs d'asile, c'est modéré par rapport à une population française de 66 millions d'habitants. Je suis tout à fait d'accord. Là où je me permets de mettre un doute, et ce n'est pas pour abonder dans le sens d'un élu plutôt que d'un autre, c'est que le nombre de 90 migrants me paraît excessif. Et je vais prendre un point de vue qui est tout à fait différent de ceux que j'ai entendus.
la chose est très différente. Et je ne suis pas étonné que la décision ait été prise par des Parisiens. Veuillez m'excuser, messieurs les Parisiens, mais je ne suis pas convaincu qu'à Paris, on ait une véritable connaissance de la situation de la ville d'Avranches. Je vous lis ce que j'ai écrit. Depuis des années, la ville d'Avranches a des chaussées défoncées de son quartier ancien, comme les rues Pomme d'Or et Saint-Gervais. On trouve même un terrain à l'abandon transformé en friche en pleine ville. Pardon ? Ce n'est pas le sujet du débat. Cher monsieur, vous répondrez à votre tour, ça ne me gêne pas, mais laissez-moi terminer. Je continue. Des dizaines de commerces fermés à jamais dans la vieille ville, des immeubles tombant en ruine, une ville dont 30% des habitants vivant dans des logements sociaux ou très sociaux ont un revenu inférieur au seuil de pauvreté, qui a valu le classement en zone prioritaire du quartier de la Tour-Fauguière, question que je connais un petit peu, une ville où on va démarrer au printemps prochain une enquête de la caisse d'allocation familiale sur les logements non décents du centre-ville, sujet que je connais. Alors qui est-ce qui permet de parler pendant que je parle? Veuillez me laisser terminer, s'il vous plaît. Un minimum de soyez aimable, soyez un petit peu respecter la discipline, enfin quoi. Allez-y, monsieur Frankel, merci de respecter le... Parce que je pourrais rebondir sur ce que vous dites. Oui, mais je termine, il n'y en a pas pour longtemps. C'est pour la ville d'Avranches que je souffre, c'est pour les habitants d'Avranches que je souffre, et c'est pour eux que j'estime qu'un nombre de 90 migrants, c'est une charge supplémentaire. Je dis, il ne faut pas ajouter du malheur au malheur de la ville. Voilà tout simplement ce que je souhaite dire. En toute honnêteté, et je suis par ailleurs convaincu, sans vouloir jeter discrédit sur votre action, le CADA, je sais parfaitement que dans la ville d'Avranches, il y a une chaîne de solidarité qui est constituée notamment par un grand nombre d'associations bénévoles, de gens très bien, qui sont parfaitement capables de se dévouer à l'accueil, non pas de 90, mais de 10, 12, 15, éventuellement une vingtaine de migrants, qui seront accueillis avec cœur par des gens qui ne sont pas des professionnels, mais qui sont capables d'apporter beaucoup plus que des professionnels, parce qu'ils font ça de façon bénévole. Mais on ne peut pas garder du silence à l'instant, c'est désagréable. Bon. J'ai perdu le fil, je ne sais plus où je suis. Donc ce que je souhaite vous dire simplement, c'est que j'estime qu'il serait peut-être préférable d'y aller plus doucement, de voir comment les choses se passent et petit à petit, si besoin est, augmenter le nombre de migrants acceptés par la ville d'Avranches en tenant compte du fait que ce n'est pas la priorité des priorités dans la ville d'Avranches. Il y a d'autres difficultés, d'autres problèmes sérieux à régler auparavant. Je m'excuse d'avoir gardé la parole aussi longtemps à ceux qui ont voulu m'interrompre. Oui, merci monsieur de votre intervention et je voudrais d'abord remercier les nombreuses propositions, les personnes qui nous ont déjà adressé des propositions de bénévolat. Elles sont nombreuses. Nous allons organiser ce bénévolat qui viendra compléter l'action des professionnels. Il n'y a pas à opposer bénévoles et professionnels. Les professionnels feront leur travail quotidien et avec les bénévoles, il y en a beaucoup qui sont déjà venus nous voir et proposer leur aide. Et d'ailleurs, monsieur, je suis sûr que la structure d'Avranches vous accueillera avec un grand plaisir. Voilà. Merci monsieur le directeur. Bonsoir à toutes et à tous. Je ne me suis pas encore présenté, Redouane Goudaoud. Je suis le directeur donc, de la structure qui a ouvert depuis
officiellement depuis près de 10 jours et qui va être amené à travailler sur le territoire avranchinais dans les mois et les années à venir, on espère. Je ne suis pas insensible à toutes vos questions, à l'appréhension, à la crainte aussi, parce que du fait de mon histoire personnelle, je n'aime pas m'épancher, je n'aime pas m'étendre. Simplement, si je fais un croisement avec ma propre histoire, c'est un matin du 30 juillet 1993, j'arrive avec ma famille de 7 personnes, 5 enfants, donc 4 frères et sœurs, et puis mes parents. Nous venons de fuir la veille la guerre civile algérienne. C'était en 1993, j'avais 9 ans. Moi, je n'ai rien demandé à mes parents, je leur dis toujours ça de façon ironique. Voilà, je ne vous ai rien demandé, mais avec beaucoup d'affection. Nous sommes arrivés donc à Paris, et puis après quelques mois de séjour à Paris, nous avons débarqué en Bretagne. Double migration pour moi, d'abord en France et puis en Bretagne. On est d'accord, la Bretagne c'est en France, c'est pas une région indépendante. Donc je suis un Algérien de naissance, un Français de migration et d'adoption, et puis un Breton de cœur, parce que j'y tiens quand même. Mais je sens que je vais être normand dans pas très longtemps. Je fais un petit historique de mon parcours personnel, parce que, non pas pour faire pleurer dans les chaumières ou attirer de la sympathie ou de la sensibilité. Si vous avez de la sympathie, pour moi c'est tant mieux. On sera plus à même avec mon équipe de travailler dans des conditions attractives. Simplement parce que, voilà, entre-temps, j'ai fait des études comme tout le monde. J'ai lu Balzac, j'ai lu Victor Hugo, j'ai lu Stendhal, Nietzsche. J'ai fait avocat, parce que mes parents m'ont dit avocat c'est bien, de défaut. Être, comme dirait un grand avocat, le porte-voix des sans-voix. Et puis j'ai dit non, je ne vais pas faire avocat, je vais aller à France Terre d'Asile. On m'a accueilli les bras ouverts. Après quelques années, j'ai fini par atterrir à Avranches, directeur d'établissement, d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Alors moi, je ne l'aurais pas cru, hein. Comme vous, je n'y aurais jamais cru. Mais l'ironie du sort est faite de telle sorte qu'aujourd'hui, on est là, France Terre d'Asile, on a répondu à l'invitation de Monsieur le maire pour venir exprimer notre projet, notre structure, pour être le plus transparent possible, pour vous garantir, non pas, pour parler comme les politiques, un risque zéro d'incident, c'est impossible, mais pour faire en sorte que tout un chacun ait sa chance de réussite, de s'intégrer. Alors je ne veux pas, moi, que tous les demandeurs d'asile, je vous préviens, deviennent des avocats ou des médecins. Il y a autre chose que les professions libérales. La France est pleine de ressources. Simplement, nous, notre mission, elle est définie par la loi. C'est celle d'accompagner, d'accueillir, héberger, accompagner les demandeurs d'asile qui fuient des terrains de guerre. Il y a quelques jours, je me passais le terme d'accompagner dans ma tête, et puis j'ai fait un peu de terminologie. J'aime bien de temps en temps faire un peu de terminologie, et j'ai découvert que ça venait du latin, la racine latine. Donc ça donne ad cum panis. C'est accompagner, c'est partager son pain avec. Alors, nous, on n'a pas une vocation biblique ou religieuse, hein. Nous sommes une association loi 1901, et on y tient laïque. Mais simplement, nous, on ne va pas au quotidien partager notre pain, entre guillemets, avec les demandeurs d'asile. On va essayer de leur offrir un accompagnement administratif, social, juridique, ouvrir des droits à la santé, effectuer des recours devant les administrations, leur apprendre effectivement le français qui est primordial. Et puis, j'ai envie de dire, s'ils manient le français aussi bien que Molière, accueillons les demandeurs d'asile. Sans plaisanterie, moi j'ai envie de vous dire, pour reprendre un peu une phrase pontificale, mais dans son sens universel, n'ayez pas peur, et n'ayons pas peur tous ensemble de travailler à l'intégration des demandeurs d'asile, d'être bienveillants, de leur donner du bien-être, et puis de les rappeler face à leurs responsabilités que pour leur intégration, les efforts sont incessants, qu'il faut aller au-delà malheureusement de la rupture avec ses racines, du déracinement, et que je suis sûr
Avranches sera une ville merveilleuse pour accueillir dans la bienveillance les demandeurs d'asile. Voilà, je vous remercie. Bonsoir. Bonsoir. Je vais rebondir, j'ai trouvé ça très intéressant parce que moi, en ce qui me concerne, la réunion de ce soir m'étonne parce que j'appartiens à un club de sport sur Avranches, à la Chausselière, depuis 8 ans, et nous avons accueilli déjà des demandeurs d'asile, notamment des Afghans, pas beaucoup, mais on les a accueillis, donc moi je ne suis pas étonné de ce qui se passe. Et je voulais simplement témoigner humainement que dans cette association de sport, ça s'est très bien passé. On a eu des contacts de sportifs, des amitiés sportives qui se sont créées, des échanges notamment sur les expériences vécues par ces gens qui ont franchi de nombreuses frontières pour venir jusqu'à nous. Ça s'est vraiment bien passé. Ils ont disparu, je suppose qu'ils n'ont pas eu leur acceptation de demande d'asile. Je voudrais aussi citer le cas d'un sportif, aussi demandeur d'asile, qui est venu, qui est resté presque 1 an, qui avait participé aux Jeux Olympiques dans sa spécialité, qui nous a beaucoup apporté, notamment sur le plan technique dans notre sport, et qui a disparu lui aussi, alors que tous ces gens-là s'étaient bien intégrés dans notre équipe, et pourtant je peux vous dire qu'au sein de ce club, les sensibilités politiques sont toutes différentes. Malgré tout, moi j'en tire une grande richesse dans ces rencontres, et puis ça ne m'a pas empêché de dormir, je ne crains rien, et je pense que les 21 familles qui vont venir, si on est assez intelligent, si on rentre en contact avec elles, on peut apprendre beaucoup de choses. Voilà, c'était juste... Juste, c'était quelques mots. En fait, le citoyen élu que je suis se réjouit de cette échelle du monde d'Avranches qui grandit. J'étais en attente d'entendre le directeur, maintenant c'est fait. Donc, suite après l'ouverture. Oui, bonjour, je m'adresse à vous tous. Alors déjà, j'aimerais savoir où sont-ils actuellement? Où sont les demandeurs d'asile actuellement? Et je voudrais surtout savoir si on leur a parlé de notre belle région et du lieu où ils arrivent. Parce que quand même, on est peu fiers de notre Mont-Saint-Michel et je pense que ça peut aussi être un sujet de conversation avec vous. Merci. Merci madame de votre question. Où sont-ils actuellement? Alors, ça me donne d'ailleurs l'occasion de clarifier encore quelques éléments. Chaque année, dans le dispositif national d'accueil, en tout cas pour l'année passée, il y a eu 79 000 demandeurs d'asile qui ont été accueillis en France, en 2015. En 2014, on avait 62 000. Ce qui montre d'ailleurs au passage que la France est restée à l'écart des grands mouvements migratoires qui se sont déroulés en Europe. Et puis, à côté de cet accueil, il y a eu un certain nombre de débats à l'échelle européenne pour agir en solidarité. Rappelez-vous, le Conseil européen du 23 septembre dernier a adopté un principe qui est un principe de solidarité, de répartition des demandeurs d'asile dans toute l'Union. Il s'agissait de répartir 160 000 personnes. Sur ces 160 000 personnes, aujourd'hui, il y en a 320 seulement qui ont été répartis dans toute l'Union européenne. 320. 19 en France,
Il y en a une trentaine qui doivent arriver. Donc, première réponse, où se trouvent aujourd'hui les demandeurs d'asile? Ils sont aux frontières extérieures de l'Union, pour la plupart, ou en Grèce, dans les Balkans. Sachez qu'aujourd'hui, malgré le mauvais temps, il y a entre 2000 et 3000 personnes qui arrivent chaque jour en Grèce. Et que la Grèce, dans l'état où elle se trouve, n'est pas en capacité d'accueillir. Mais en même temps, il y a des événements terroristes qui sont venus, évidemment, perturber la question de l'accueil. Et si l'Europe ne se décide pas à 28 de mettre en place des centres d'accueil, d'enregistrement et de répartition des demandeurs d'asile sur ces frontières, eh bien l'accueil sera bloqué. Parce que, évidemment, nos concitoyens ont l'obligation, doivent recevoir une sécurité et doivent savoir qui ils accueillent. Donc c'est la raison pour laquelle je suis, moi, favorable à la construction des centres d'accueil pour demandeurs d'asile aux frontières de l'Europe. Et puis il y en a aussi en France, il y en a notamment dans les grandes villes, beaucoup, par exemple à Paris, qui sont dans des hébergements qui, quand ils le sont, qui sont des hébergements hôteliers. Et ce n'est pas une façon d'accueillir. Donc là aussi, il s'agit de répartir. Et le plan de création de places par les pouvoirs publics répond à cette obligation. Donc, à la fois les demandeurs d'asile ne sont pas en France et sont sur les frontières extérieures, et ceux qui sont déjà en France se trouvent bien souvent dans des conditions d'hébergement indignes, c'est-à-dire dans des hôtels ou encore mieux, à la rue. Donc, les personnes que nous accueillerons, encore une fois, elles sont parfaitement identifiées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, et nous en aurons la composition probablement dans les 10 jours qui viennent. Voilà. Et là aussi, moi je m'engage à la totale transparence, c'est-à-dire que nous dirons de façon régulière quelles sont les nationalités qui sont là. Voilà, et vous pourrez d'ailleurs à ce propos voir que les personnes qui sont là correspondent hélas à la carte des conflits dans le monde. Bonsoir, j'ai eu à titre personnel l'occasion de travailler quelques années dans des pays africains, notamment qui sont maintenant en guerre, et de voyager dans des pays du Maghreb régulièrement. Donc à titre personnel, j'ai été très très bien accueilli dans tous les pays étrangers que je suis allé. Donc je réserverai, je dis bien à titre personnel, le meilleur accueil à tous ces arrivants. Oui. J'ai le sentiment que dans la salle règne parfois un sentiment de peur au détriment du sentiment humanitaire. Et ce que j'ai du mal à comprendre, c'est comment des hommes politiques, en particulier le député de notre circonscription, qui est lui-même un expatrié ou un père normande, pourquoi sur son blog s'amuse-t-il à diffuser des photos de femmes voilées avec un logo des allocations familiales? Cette photo est toujours sur son site, je l'ai prise aujourd'hui. Pourquoi développer la peur chez les gens? Bonsoir, vous êtes le roi conseil municipal de l'opposition à Blanche. Je voudrais répondre à M. Henry qui nous a dit qu'il n'y avait aucune obligation de prévenir les élus
vu contre l'implantation d'un CADA. Je voudrais quand même rappeler la circulaire de M. le ministre de l'Intérieur du 20 avril 2015, qui précise aux préfets de région et aux préfets de département qu'il est nécessaire d'avoir la position des élus locaux sur les projets. Ces derniers devront être systématiquement informés donc de tout projet prévoyant une implantation sur leur commune. Je voulais dire qu'au nom de l'opposition, nous n'avons jamais été avertis de cette implantation. Monsieur le maire, le 12 septembre 2015, vous avez dit que votre équipe municipale était en contact avec les services de l'État pour réfléchir à l'implantation, donc à l'accueil de ces demandeurs d'asile. Vous précisez bien votre équipe municipale. Ça veut bien dire que nous, les élus de l'opposition, nous n'avons pas été mis au courant. Le 12 septembre, il y a une réunion à l'initiative de monsieur le ministre, M. Cazenave, à Paris. M. Pennec, je pense, adjoint aux affaires sociales, il était présent. Le 1er octobre, nous avions à la mairie d'Avranches une commission animation de la vie sociale, et à cette commission, il n'y a absolument pas été question de ce qui s'était passé à Paris et des démarches qui avaient été faites. Donc, je regrette beaucoup que les élus de l'opposition aient été exclus de cette discussion, et je pense aussi peut-être que les tensions actuelles sont liées à ça. Aucune information ne nous a été donnée, et je le regrette beaucoup. Alors je vais répondre. Il y avait donc une information qui a été faite en CCS. Je le rappelle, le CCS, c'est le centre social, le centre communal d'action sociale. Là, il y avait 2 élus d'opposition qui auraient dû siéger ce jour-là. Malheureusement, ils étaient absents. Cela dit, ils ont eu le compte rendu. Donc les informations, vous les avez. Merci, monsieur le maire. Je tiens quand même à dire que la réunion avec M. Pennec a eu lieu exactement le 1er octobre, à laquelle je pense que M. Pennec, vous auriez pu lui parler de ce qui s'était passé à Paris. Et je veux quand même mentionner que la réunion du CCAS, auquel vous n'étiez pas, M. le maire, a eu lieu le 26/11/2016. Donc il y a un décalage entre l'information au niveau de la commission animation et vie sociale et par rapport au CCAS. Merci. Alors, on ne va pas rentrer dans la polémique à l'intérieur du conseil municipal. Monsieur Pennec veut prendre la parole. Rapidement, il ne faut pas mélanger tous les dispositifs. La rencontre qui a eu lieu en septembre à Paris, c'est l'occasion pour le ministère de l'Intérieur de présenter un certain nombre de dispositifs qui ont été présentés à toute une série de maires en France. Ils n'ont pas tous donné lieu à des concrétisations. La chose dont on fait référence, c'est un conseil d'administration du CCAS qui a eu lieu le 19 novembre. Le compte-rendu écrit, je l'ai signé, je peux remettre une copie encore à M. Bett au besoin. Le compte-rendu écrit a été transmis par mail à tous les participants. M. Bett avait les éléments. Tout est très clairement exposé. Donc j'ai droit, je pense, à m'exprimer. Monsieur le maire, vous avez, lors du 12 septembre 2015, dans la presse, écrit, et je ne vous mets pas en cause, je relis simplement ce que vous avez dit. Si le projet de CADA est validé, il sera soumis au vote du conseil municipal. C'est vous qui l'avez écrit, c'est vous qui l'avez dit, ce n'est pas moi. Vous l'avez dit dans la presse, je suis désolé, c'est vous qui êtes en photo, et je ne pense pas que vous ayez contredit ce genre de choses à l'époque. À moins que la manche libre soit des menteurs, je vous expliquerai avec vous. Alors, voilà, je vais dire quelque chose également. En début d'année, on a tous manifesté pour Charlie Hebdo. On a tous manifesté pour Charlie Hebdo le droit à la libre expression. Ça fait partie de la démocratie française, et cette démocratie, tout le monde en profite, et il faut en profiter le plus longtemps possible. La première des choses, c'est d'apprendre à écouter les autres et à respecter les opinions des autres. Il a fallu l'appliquer quand vous étiez majoritaire. Le problème n'est pas là, monsieur. Apprenez la démocratie. Concernant le projet de CADA, qui s'appelle un appel à projet, qui a été visible tout simplement sur Internet. Il faut aller voir. Monsieur Cazeneuve écrit clairement, qui est le ministre, il met effectivement
en obligation de vérifier la position des élus locaux. Les élus locaux, il ne s'agit pas de quelques élus siégeant au CCAS ou autre chose. Les élus locaux, monsieur le maire, c'est l'ensemble des élus. Je crois que là-dessus, nous allons nous rejoindre. Donc effectivement, j'aimerais que vous puissiez vous expliquer pourquoi vous vous êtes engagé publiquement au mois de septembre 2015 et qu'au mois de janvier 2016, vous n'avez pas ouvert le dialogue sur ce sujet sensible. Et je suis très surpris parce que vous ne pourrez pas dire le contraire. En général, il y a un débat. Nous avons le droit de ne pas être d'accord, ça nous arrive, et nous avons de temps en temps la possibilité de trouver un arrangement ou des discussions à bon escient. Vous ne pourrez pas dire ce soir le contraire. Donc j'ai toujours été un homme d'ouverture, et je le suis encore. Mais je considère, non monsieur, non, ne se faites pas la tête. Mais je considère que la liberté que vous avez, c'est aussi la nôtre, c'est celle de respecter les engagements. Et là, vous n'avez pas été très clair sur la chose. Et je crains malheureusement que c'est là peut-être toute la problématique du stress qui existe, parce qu'il n'aurait pas dû exister. Je vous rappelle quand même quelque chose, c'est que vous êtes maire et majoritaire au conseil municipal. Ça aurait été tellement simple de faire un conseil municipal, vous aviez la majorité. Pourquoi n'avez-vous pas engagé un débat sur ce sujet sensible? Je trouve cela un peu ridicule quelque part. Et vous devez en être conscient. Vous avez argumenté des choses qui n'ont pas lieu d'être. Concernant le président qui vient de s'exprimer tout à l'heure, je vous rejoins, monsieur. Vous avez parlé du président Giscard d'Estaing. Alors je citerai une phrase du président Giscard d'Estaing. Vous n'avez pas le monopole du cœur. Et le monopole du cœur, nous l'avons tous en réalité. Non, monsieur, vous n'êtes pas l'abbé Pierre et vous n'avez pas de leçon comme ça à donner. Je suis désolé. Totalement désolé. Mais aujourd'hui, il faut arrêter ce genre de débat, les bons, les mauvais. C'est stupide. C'est stupide dans un pays qui doit se retrouver, et je crains malheureusement qu'il ne faut pas mener ce type de débat. Il n'y a pas d'un côté les gens qui organisent un CADA, qui sont bien structurés, c'est une erreur. Je crois que vous faites une erreur là, une erreur grossière. Et aujourd'hui, il faut ouvrir le dialogue, mais sous un autre angle qui doit être celui de la démocratie et du respect de la démocratie. Je vous remercie. Merci de cette réunion particulièrement intéressante, est empreinte de beaucoup d'humanisme et on a la chance d'avoir des experts sur l'immigration qui avancent des chiffres. Sur ces chiffres, ce sont des réalités. Alors, moi je vais faire un peu de politique locale parce que je viens de Granville et puis finalement, à Granville, on a fait une réunion avec Porte Attache, qui s'occupe déjà des immigrés comme itinérance, et on a voté une motion à la suite d'une réunion qui avait été très intéressante, où tout le monde était d'accord pour l'accueil. Mais Terre d'Asile n'en a pas eu vent, semble-t-il, puisqu'ils ont choisi Avranches. Alors, monsieur le maire, vous avez tellement d'opposition que vous pourriez bien partager un peu. On en voudrait bien, nous, de simplement 45 places. Merci. Alors, il est déjà 10h30 passé. Je pense que beaucoup d'avis ont été exprimés. Et que, alors tous, non, sans doute pas, mais beaucoup d'avis ont été exprimés. Le CADA d'Avranches, dirigé par M. Boudaoud, et dont l'équipe est ici en partie, peut-être que vous pouvez vous lever pour qu'on puisse vous identifier, je pense que ce serait tout à fait positif. Des jeunes gens qui ont été recrutés localement. Le CADA d'Avranches aura l'occasion de revenir vers nous, vers la population d'Avranches. Et je voudrais redire quelle est la posture du conseil municipal. Nous sommes du côté des habitants. Comme vous, nous avons des inquiétudes. Comme vous, nous serons vigilants. Nous regarderons la façon dont le CADA évolue. Alors, nous ne serons pas des inspecteurs, des empêcheurs de tourner en rond. Nous serons bienveillants dans l'approche au quotidien de vos activités. Nous serons les premiers à faire remonter
les choses qui vont mal, s'il y en a, mais surtout les choses qui vont bien aussi. Je pense que nous vivons à une époque où nous avons tous besoin de positiver. En effet, nous vivons dans un environnement médiatique qui est quand même extrêmement anxiogène, où beaucoup de fantasmes se développent. Je crois qu'il est temps, surtout à Avranches, ville où il fait bon vivre, malgré les difficultés qui existent, nous en avons conscience. Je remercie Roger d'être revenu dessus, parce que c'est une réalité. Et je fais partie de ceux qui pensent que, en étant intelligent, en étant coopératif, solidaire, en travaillant de manière transversale, d'association à association, et je tends la main, bien évidemment, à Itinérance Sud-Manche pour qu'ils apportent leur expertise, leur connaissance du terrain, et afin qu'ils collaborent avec le CADA d'Avranches, mais aussi toutes les associations, les sportifs, les gens qui œuvrent dans tous les milieux qui sont les leurs. Eh bien, je les invite à venir rencontrer les gens du CADA, à se mobiliser pour trouver des solutions concrètes pour aider ponctuellement les familles. Je sais qu'il y a des lycéens qui sont là aussi ce soir et qui ont commencé à réfléchir à la façon de collecter des vêtements pour ces personnes qui arriveront. Eh bien, je pense qu'avec l'ensemble de ces personnes, avec l'ensemble de notre communauté avranchinaise, nous avons les moyens de pouvoir accueillir dignement ces personnes qui seront là dans quelques semaines. Donc je vous remercie tous d'être venus ici ce soir. Je vous remercie aussi de la confiance que vous apportez au CADA, exactement comme nous, Ville d'Avranches, nous l'apportons. Et nous nous donnons rendez-vous dans quelques semaines pour les premiers contacts avec les nouveaux arrivants. Merci à tous.